Merci de regarder France 24 et bienvenue dans Porter, votre magazine de grand portage. Le 20 avril dernier, la plateforme pétrolière Deepwater Horizon s'est effondrée dans le golfe du Mexique. Conséquence, la plus grande marée noire de l'histoire des États-Unis. Environ 630 000 tonnes de pétrole brut déversées dans la mer, soit 3 fois plus que lors du naufrage de la Moco Cadiz en 1978. Depuis, les ingénieurs de BP travaillent d'arrache-pied pour trouver une solution qui permettra de boucher définitivement le puits endommagé, sans doute durant le mois d'août. Mais la marée noire, elle, n'est pas terminée. Ses effets risquent de durer des mois, sans doute des années. Effets sur la flore, la faune, l'économie, la pêche, le tourisme en particulier. Mais plus que cela, c'est un mode de vie qui est menacé. Nos envoyés spéciaux, Nathan King et Emmanuel Saint-Martin, se sont rendus en Louisiane, dans ce qu'on appelle les bayous, les marais, à la rencontre de ces habitants dont la vie est bouleversée par cette marée noire. Bienvenue dans Porter. Venise, en Louisiane, un port perdu au milieu des marais, les bayous, comme on les appelle ici. Parce que le puits qui en est à l'origine est très profond, cette marée noire ne ressemble pas aux autres. Le pétrole arrive sur ses côtes par petites plaques, au gré des marées et des vents. À peine visible donc, mais présent partout, pour ceux qui vivent ici. Comme Jimmy, pêcheur à la crevette depuis plus de 40 ans, ou Jordan, la militante écologiste qui traque le pétrole, ou encore Brad, le chasseur de canards sur son hydroglisseur. Ils n'ont a priori rien en commun, mais depuis plus de 2 mois, ils ont tous vu leur vie bouleversée par cette marée noire, si peu visible, mais tellement présente. J'aime tout ça, cette liberté, travailler pour soi. J'ai fait ça toute ma vie. À 62 ans, Jimmy a passé sa vie à pêcher dans ces eaux, une vie dure, mais qu'aime cet homme au caractère bien trempé. Et marée noire ou pas, il est bien décidé à aller pêcher. On va dans un coin appelé Little Lake, Yellow Cotton Bay, Chichira. Et on va essayer d'attraper des crevettes. Mais surprise, alors qu'il est encore très tôt le matin, nous croisons toute une flottille qui rentre déjà au port. Vous avez entendu ça? Je lui ai demandé ce qui se passe. Il a dit qu'il y a un orage qui arrive. Mais ça arrive pas avant midi, ils ont déjà rappelé toute l'équipe. Il dit que c'est n'importe quoi. Ils savent pas ce qu'ils font. Jimmy connaît bien ces pêcheurs, mais eux sont embauchés par BP pour participer au nettoyage pour $3 000 par jour et par bateau. Mais aujourd'hui, ils passeront la journée au port, payés à ne rien faire. Hé, t'as les boules, hein? Je lui ai demandé ce qui se passe et il m'a dit c'est une sacrée blague. Autrement dit, les choses ne vont pas bien, il est énervé. Personne ne sait ce qui se passe. Ils vous disent de faire ça, de faire ci, de ne plus faire ça. Et il n'y a pas d'organisation. Ils savent pas de quoi ils parlent. Du coup, Jimmy, lui, préfère aller tenter sa chance à la pêche. Selon les jours, l'État autorise la pêche dans certaines zones, pas encore atteintes par le pétrole. C'est comme si la force de l'habitude l'emportait. Et maintenant, on pêche. Ce sont les mêmes gestes immuables d'hommes de la mer répétés depuis 40 ans. Pourtant, le pétrole n'est qu'à quelques kilomètres de là, à l'entrée de ces marais. Ça fait peur, vraiment peur. Quand ça va venir dans les marais, ça va tout tuer. Ça va être comme la peste. Le pétrole, c'est ce que cherche Jordan. Elle travaille pour le Sierra Club, une association de défense de l'environnement. Aujourd'hui, elle a emmené avec elle des photographes de la presse locale pour témoigner. Direction Barataria Bay. Hier, l'arrivée d'une énorme nappe de pétrole a été rapportée là. Au premier abord, ce qu'elle voit la rassure un peu. Une flottille de bateaux de pêche employés par BP occupés à ramasser le pétrole. Mais c'est trop peu, trop tard.
C'est clair qu'ils auraient pu utiliser ce type d'équipement, de technologie avant que ça n'arrive dans ces eaux. Plus qu'une grande nappe, on voit de petites flaques, mais le pétrole est bel et bien là, de plus en plus visible. C'est très visqueux. Les barrages flottants installés pour protéger les îlots semblent bien futiles, ils sont très vite submergés. On craint pour les dauphins, mais tout à coup la troupe aperçoit un pélican qui flotte sur l'eau. Il est mazouté, ne peut plus bouger ses ailes. Il est posé depuis à peine quelques minutes, mais déjà, des spécialistes arrivent sur place. En quelques secondes, il est capturé dans des pucettes et ramené à bord par cette équipe d'employés de l'État de Louisiane. Vous en avez trouvé combien aujourd'hui? Quelques-uns. Merci pour ce que vous faites. Je suis ravie de les voir ici. On est tombé sur cet oiseau et ils étaient littéralement derrière nous. Calme et volupté. Pour Jimmy, c'est l'heure de la pause. On n'entend que Dieu ici. Il vous parle. Il dit que j'ai été béni toute ma vie. Le bonheur d'être sur son bateau ne l'a pas quitté. Le bonheur, par exemple, d'une pause déjeuner, faite du crabe pêché la veille. Mais la pêche, elle, s'annonce médiocre. Les meilleures zones sont fermées et tous les pêcheurs se retrouvent à sillonner les mêmes eaux. C'est pas terrible. Pas bon. Il n'y en a pas assez. Trop de pêcheurs, trop peu de crevettes, trop d'efforts pour rien. Jimmy décide de rentrer au port. La mangrove est toujours aussi belle, mais elle ne peut plus nourrir ses habitants. Aussi exaspéré soit-il par BP, Jimmy est prêt à accepter l'argent de la compagnie pétrolière. S'ils m'embauchent, j'irai travailler pour eux. J'ai pas le choix. J'ai jamais travaillé pour personne de ma vie. Et à l'arrivée au port, ça n'est pas la vente de sa maigre récolte du jour qui va le rassurer. Une grosse journée de pêche à la crevette peut d'ordinaire lui rapporter jusqu'à 1200 $. Aujourd'hui, il touche 140 $. Prenez votre radio et appelez, il y a un oiseau mazouté juste là. Sur le bateau de Jordan, on a repéré un nouvel oiseau mazouté. Celui-là est posé sur un îlot, il ne peut plus bouger les ailes. Il est complètement recouvert, il a les ailes complètement en l'air. C'est à l'intérieur des barrages ou à l'extérieur? À l'intérieur des barrages, juste sur les rochers. Ok, on les appelle. David est le pilote du bateau de Jordan, un vieux de la vieille qui emmène les amateurs de pêche en mer depuis plus de 30 ans. Mais il a aussi travaillé dans l'industrie pétrolière, comme presque tous ceux ici qui ne sont pas pêcheurs. Et sur l'avenir de l'industrie, lui et Jordan sont en total désaccord. Il n'y a rien aujourd'hui pour remplacer le pétrole. Il faut forer. Je pense qu'on est arrivé à un point où on a une sérieuse dépendance et il faut en sortir. Il faut aller vers les énergies propres. Le pétrole est une ressource limitée. Jimmy est de retour à la maison. Sur le porche, il raconte sa médiocre prise du jour à sa compagne Irène. Elle s'inquiète pour leurs revenus, mais plus encore pour le moral de Jimmy. Si Jimmy ne peut pas pêcher, je ne sais pas, s'il ne peut pas faire ce qu'il a l'habitude de faire, je veux dire, il serait complètement différent. Enlevez-lui ça et je ne sais pas comment ce serait de vivre avec lui. Et pour lui, de vivre avec lui-même. C'est Jimmy. C'est sa vie. Il vit pour ça. Jimmy et Irène ont déjà souffert des rigueurs de la vie dans ces marais de Louisiane. J'étais vraiment content de l'avoir, vous savez, parce que j'avais rien d'autre. C'est dans ce mobil-home qu'ils ont vécu pendant 3 ans après que l'ouragan Katrina ait tout détruit ici en 2005.
Ils vivent maintenant dans la maison que Jimmy a construite de ses mains. Ah, j'aime le goût des fruits de mer. Irène prépare le repas de ce soir, le plat favori de Jimmy, un ragoût de crevettes à la cajun. Comme toujours, c'est la récolte de Jimmy qu'on mangera. J'aime le crabe, les crevettes, les écrevisses. Ce que j'aime le moins, c'est le poisson, mais maintenant, j'adore le poisson aussi. Une fois de plus, les généreux marais de Louisiane vont leur fournir leur repas. Mais pour combien de temps? Bien plus que leur nourriture, c'est leur mode de vie qu'ils craignent de perdre dans cette marée noire. Une certaine façon de vivre avec la nature, qui sera à jamais changée. Quand j'aurai mangé ça, je serai prêt pour le dodo, Polo. Sur son hydroglisseur, Brad sillonne le bayou. Il habite loin d'ici, en Géorgie, où il est technicien sur des avions militaires. Les marais de Louisiane, il y vient pour chasser, le canard notamment. La migration commence en septembre et les canards du Canada vont commencer à aller vers le sud. Après ça, il va y avoir beaucoup de canards ici. C'est ici que nous chassons. Brad nous emmène visiter un des affûts où, la saison venue, les chasseurs passent leur journée. Vous venez tôt le matin, vous avez fait un café ou autre chose, vous avez eu votre petit déjeuner et vous attendez que le soleil se lève, que la lumière soit suffisante pour tirer. Et les canards commencent à arriver. Mais la réalité s'annonce cette année moins rose. Ça m'agace. Ma peur, c'est que tous les canards qui arrivent ici, comment ils vont retourner vers le Canada et se reproduire de nouveau? C'est vraiment difficile à décrire si vous n'êtes pas un chasseur. Le désastre qui va arriver, c'est plus que ce qu'il paraît pour la plupart des gens. Il suffit de sillonner les marais avec Brad sur son hydroglisseur pour comprendre toute la magie du lieu. Pour toucher du doigt aussi la fragilité de ce milieu naturel. Le pétrole n'a guère pénétré cette mangrove encore, mais un ouragan dont la saison commence, ou simplement le mouvement naturel des marais, pourrait tout changer. Brad le sait bien, et comme les autres, il ne peut que craindre le pire et tenter de profiter de la beauté d'un coucher de soleil sur les bayous, pendant qu'il en est encore temps. Merci Emmanuel Saint-Martin d'être avec nous. Alors, dans cette région, Louisiane, où vous avez tourné ce sujet, on vit de la pêche, on vit aussi de l'industrie pétrolière, beaucoup. Est-ce que cet accident conduit les habitants à s'en prendre au secteur pétrolier? Écoutez, non, très très peu, hein, Philomé, c'est bien. Ce qui est le plus surprenant quand on se rend là-bas, qu'on passe du temps là-bas comme on l'a fait, c'est de se rendre compte à quel point les habitants savent que le pétrole est très important pour eux et en tirent les conséquences, c'est-à-dire qu'ils sont absolument favorables à l'industrie pétrolière. On n'a pas vu de retournement de l'opinion. Alors, il y a des gens qui, évidemment, se prononcent, se disent très colère contre la façon dont BP a géré les choses, mais tous disent, écoutez, c'est un accident, cela peut arriver, et le pétrole, cette région, cet État de Louisiane en a besoin. C'est évidemment de très loin la première activité économique et c'est tellement le cas que finalement, lorsque Barack Obama a pris cette décision, ce moratoire pour interdire pendant quelques mois les forages en eau profonde dans le golfe du Mexique, eh bien, la majorité de la population dans le golfe du Mexique s'est dit opposée, selon les sondages, s'est dit opposée à cette décision du président américain. C'est vous dire combien l'industrie pétrolière fait partie de leur vie et aussi surprenant que cela puisse paraître, vu de loin, eh bien, cette marée noire n'y change pas grand-chose, malgré, vous avez vu, les dégâts considérables sur le mode de vie des gens, sur leurs moyens de subsistance, évidemment, mais tous disent on a besoin du pétrole, le pétrole est là pour rester, il va falloir donc continuer à vivre avec. Vous le dites dans votre reportage, on ne voit pas énormément le pétrole. Comment mesurer dans ce cas-là, Emmanuel, les effets de cette marée noire? Que sait-on exactement des dommages sur l'environnement?
On ne sait pas grand-chose, hein. C'est tout le problème de cette marée noire. C'est une première, alors c'est une première par la quantité de pétrole qui a été déversée, et puis aussi parce que c'est pas cette fois un bateau qui s'est échoué sur un rocher ou sur les côtes, hein, comme c'est en général le cas. Là, c'est bien un puits en profondeur qui fuit et qui était à plus de 1500 mètres de profondeur. Donc on ne connaît pas les effets. Alors on sait que par exemple, ça fait qu'il y a moins de pétrole. On est très loin des côtes, donc il y a moins de pétrole qui arrive sur les côtes. Une partie seulement de la quantité de pétrole que vous disiez arrive sur ces côtes de Louisiane, de Floride ou d'Alabama par exemple, mais il finit bien par arriver, il finira par arriver petit à petit, sous des formes souvent très différentes, hein. Il n'a pas, selon l'endroit où on se trouve, il n'a pas la même forme parce qu'il a été mélangé parfois à des produits chimiques que BP a tenté de disperser, de répandre pour disperser le pétrole justement avant qu'il arrive sur les côtes. Et puis selon les endroits, hein, de ces côtes, les effets ne sont pas les mêmes. Quand il s'agit de plages, bon, c'est relativement facile entre guillemets à nettoyer, hein. On l'a vu, le pétrole arrive avec une marée un matin. Dans la journée, en général, il y a beaucoup de main-d'œuvre disponible grâce aux efforts déployés par l'État américain et puis par BP. Donc, en général, en une journée, ces plages sont nettoyées, même si souvent le lendemain, il faut recommencer. C'est très différent dans ces paysages de Louisiane que vous avez vus dans le reportage, hein, où là, on est dans des marais. Donc, quand le pétrole arrive, ce sont les herbes, ce sont les rochers qui sont recouverts de pétrole. C'est quasiment impossible à nettoyer. Et combien de temps est-ce qu'il va falloir à la nature pour disperser ce pétrole? C'est la grande question. C'est une des nombreuses inconnues posées par cette marée noire. Les effets sur la faune, sur la flore, en très grande profondeur, hein, dans le golfe du Mexique, sont aussi quasiment inconnus. Les scientifiques vont l'étudier. On va apprendre grâce à cette marée noire, mais quelles vont être les conséquences sur aussi la pêche à long terme? Tout ça, c'est de grands points d'interrogation qui, évidemment, rendent les choses encore plus difficiles, encore plus inconfortables pour les habitants du golfe du Mexique. Merci Emmanuel Saint-Martin, et c'est la fin de ce numéro de Reporter. Merci à vous de nous avoir suivis.